Il est 9h33, merci d'être avec nous. On revient sur la manif pour tous hier avec la question du jour, la PMA pour toutes les femmes est-elle une avancée pour la société? Pour l'instant, vous êtes en majorité à dire non. Sur Facebook, vous êtes 33% à dire oui, au contraire. Twitter, vous êtes presque 30% à dire oui aussi. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 à commenter bien entendu et à voter. Et on en parle ce matin avec Ludovine de la Rochère. Bonjour, vous êtes présidente de la manif pour tous. Bonjour. Et Alissa Arabar qui est porte-parole d'Oser le féminisme. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Alors, vous avez voulu manifester, on va commencer avec vous, l'organisation de la manifestation, parce que cette semaine, il y a donc cette loi de bioéthique, et vous estimez, vous vous opposez totalement à la PMA, ou alors est-ce que c'est, comme le disent certains auditeurs, c'est la peur de la GPA par la suite? Alors, nous sommes absolument opposés à la PMA sans motif médical et en l'absence de père pour l'enfant. Et puis, dans le projet de loi de bioéthique, qui en effet arrive là en première lecture au Sénat à partir de mardi, il y a d'autres mesures qui sont gravissimes aussi, comme les embryons transgéniques, les embryons chimériques, la création d'une filiation fictive, d'intention, etc. Donc voilà, je voulais quand même insister sur ce point. Et nous considérons, pour répondre à la question de l'émission, que tout cela s'est joué aux apprentis sorciers. C'est extrêmement délétère. Il y a d'ailleurs aussi des intérêts de business très importants derrière. Ça, c'est la GPA et c'est la modification des dans embryons. Dans la PMA sans père, alors dans le projet de loi, là, dans le passage en commission spéciale au Sénat, a été autorisé, ça avait été tenté à l'Assemblée nationale, et là, on a inclus l'ouverture, par exemple, de la conservation des gamètes par des établissements à but lucratif. Et quant aux gamètes, justement, comme déjà on n'en a pas assez en France, on fera forcément, comme tous les pays qui ont déjà étendu la PMA, eh bien, on se mettra... Je ne pense pas en France à rémunérer les hommes directement, mais en fait à acheter aux pays qui payent les hommes. Autrement dit, la marchandisation humaine commence avec une PMA sans motif médical. Puisque 100% des femmes seules et des couples de femmes auront besoin de sperme. Il faudra les fournir en sperme, forcément. Et donc, c'est là que commence la marchandisation humaine. C'est pas avec la GPA. Alissa Arabar, qu'est-ce que vous répondez donc à ce que dit Ludovine de la Rochère? Vous représentez Oser le féminisme. Tout à fait. Donc, à Oser le féminisme, on s'est positionné depuis plusieurs années pour la PMA pour toutes, donc y compris les femmes lesbiennes et célibataires. Donc on avait été auditionnés d'ailleurs en 2018 lors des États généraux de la bioéthique. Pour nous, c'est... plus une question de société, de choix politique que de bioéthique, parce que les questions bioéthiques en ce qui concerne la PMA ont été tranchées déjà par le législateur. Donc depuis 73, il y a l'insémination artificielle, 82 fécondation in vitro, 94 ça existe PMA. déjà. Voilà, tout ça existe déjà. Donc là, ce qui pose question, c'est effectivement, vous le mentionniez, l'absence ou la présence de père, essentiellement, entre autres choses, mais quand même, ça reste le cœur du débat. Donc nous, on soutient que rien ne prouve, d'ailleurs l'Association française de la sociologie le rappelle, qu'il y ait une nécessité d'une figure paternelle pour le bon développement de l'enfant. Ce dont l'enfant a besoin, c'est de stabilité, d'amour, de sécurité, évidemment. Aujourd'hui, on sait très bien que la société évolue et les familles avec. Il y a des familles recomposées, des familles monoparentales, c'est un quart des familles, et sur ces familles monoparentales, 85% sont des mères célibataires. C'est pas parce qu'il y a des familles monoparentales que peut-être que dans ces familles, on regrette aussi qu'il n'y ait pas de père, non? Oui, mais peut-être que... Quand vous en parlez avec des personnes qui sont dans ces situations, elles le disent, quoi, en fait, ces femmes. Oui, aussi. mais ce fait-là n'implique pas nécessairement des problèmes de développement de l'enfant, et à l'inverse, la présence d'un père n'implique pas nécessairement un bon développement de l'enfant. On sait qu'il y a 143 000 enfants, d'après le ministère de la Justice, qui font partie de familles où il y a des violences conjugales, qu'elles soient physiques ou sexuelles. Ça, par exemple, ça peut affecter le développement de l'enfant. Et je pense, juste pour finir là-dessus, très rapidement, que ce qui peut affecter par contre le développement d'un enfant qui serait issu de PMA dans un couple de femmes lesbiennes, ce serait la lesbophobie de la société, effectivement, et peut-être la clandestinité si on cache à l'enfant ses origines. Et du coup, si on s'intéresse à ces enfants, je pense vraiment que c'est sur ça qu'il faut lutter et se concentrer, plutôt que contre la PMA sans père. Vous avez un père et une mère, mademoiselle? Absolument. Vous avez un père et une mère, vous les connaissez tous les deux? Oui. Vous avez beaucoup de chance. Et vous avez vécu avec tous les deux? Tout à fait. Vous avez beaucoup de chance. Vous voyez, la Convention internationale des droits de l'enfant, elle dit que dans la mesure du possible, l'enfant a le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux dans la mesure du possible, bien sûr. Mais vous êtes favorable à l'idée de faire volontairement des orphelins de père, sciemment, délibérément, avant même leur conception.
Et donc, vous êtes en train de signifier qu'un père, en fait, ça n'a pas d'importance pour un enfant, pour un ado, pour un adulte. Vous évoquez les drames qu'il peut y avoir, c'est vrai, parce que malheureusement, partout dans le monde, dans les foyers, il y a des personnes qui se comportent avec violence, et c'est dramatique, et celles-là, il faut les accompagner. On sait que les pères démissionnaires, ça a été évoqué notamment pour les quartiers et par certains sociologues, et cité d'ailleurs même par Libé. Dans les quartiers, la démission des pères, une forme d'absence des pères, soit ils sont pas là du tout, soit ils ont renoncé à leur rôle pour des raisons liées au chômage de longue durée, etc. Et c'est extrêmement délétère pour les enfants. On le sait en réalité. Devant les tribunaux, les tribunaux de mineurs, 80% des enfants qui sont donc dans cette situation devant la justice n'ont pas ou plus de lien avec leur père. Et pour revenir à vous qui avez eu la chance d'avoir un père et une mère et de les connaître, vous ne pouvez pas non plus prétendre que ne pas savoir d'où on vient, savoir de qui on est né, qui vous a donné la vie, à qui vous ressemblez. Être en relation avec eux, eh bien, c'est irremplaçable. Alors, c'est vrai, ça fait bien, c'est progressiste, c'est la modernité. C'est l'évolution de la société, oui, ce que dit Alice. Mais les besoins de l'enfant, c'est si facile de tenir ce discours-là, vraiment. Les besoins de l'enfant, ils n'ont pas évolué. L'enfant d'hier, d'aujourd'hui, de demain, il a les mêmes besoins. Et la question de l'identité... c'est-à-dire la sécurité et l'amour, effectivement. Mais pas seulement. Les questions de l'identité sont intéressantes, mais il n'y a repères. aucune preuve qu'il y ait des problématiques de développement de l'enfant sur ces questions-là. C'est absolument faux. Il y a évidemment des situations individuelles, évidemment que ce sont des questions intéressantes à débattre, mais dans les exemples que vous citez, il y a également des problèmes sociaux qui entrent en ligne de compte. Il y a énormément d'autres facteurs, autres que la présence du père, qui peuvent expliquer des problématiques sur les cas que vous citez. Et je pense que ce qui est très important aussi à considérer, c'est que l'ouverture de la PMA pour toutes, c'est aussi une question de santé publique, dans le sens où il y a des femmes qui sont en détresse depuis de très nombreuses années parce qu'elles souhaitent avoir des enfants, et que, on sait qu'il y a eu énormément de reports depuis 2011 sur ces questions. Et du coup, il y a une mise en danger de ces femmes qui vont se tourner vers d'autres possibilités. Donc, par exemple, l'obtention de sperme hors des canaux légaux, des inséminations artisanales, des rapports sexuels avec des hommes non désirés, ou bien des PMA à l'étranger. C'est très dangereux. C'est très dangereux en Belgique ou en Espagne, la PMA. Quel danger! Non, mais attendez, excusez-moi, tous ces arguments qui consistent à dire le désir est si fort qu'il y a soi-disant une mise en danger et donc il faut légaliser. Ça, pardonnez-moi, c'est une absence de prise de recul. Or, le rôle du législateur, c'est bien de prendre du recul et de réfléchir à toutes les conséquences. Le droit à l'enfant n'existe pas. Absolument. Et donc, que le désir d'enfant soit bien réel et il est infiniment compréhensible, bien sûr. C'est pas pour cela que le législateur, que la République doit faire volontairement des orphelins de père. Depuis 1917, c'est ça, mademoiselle. Depuis 1917, la République française a créé le statut de pupille de la nation. Pourquoi ? Parce que c'était des enfants orphelins de père. Et en 2020, elle envisage de priver sciemment des enfants de père. Et aujourd'hui, ce modèle de famille traditionnelle avec la figure du patriarche, aujourd'hui, c'est vers ça qu'on cherche à rester. Il y a évidemment des traces dans notre droit de ce modèle de famille dite traditionnelle, avec un papa et une maman, avec une assignation de la maman à la sphère domestique, du foyer et des enfants, et du père avec un rôle de celui qui va ramener l'argent. C'est encore une conception qui reste très répandue. On sait que sur la répartition des tâches domestiques, etc., il y a tout un tas de problématiques. Et aujourd'hui, on pense que derrière le refus de l'égalité d'accès à la PMA, il y a aussi cette notion de famille traditionnelle et qui empêche finalement qu'il y ait un obstacle à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, puisque c'est encore et toujours la question du libre corps des femmes à disposer d'elles-mêmes. C'est absolument le sujet, parce que en ce qui concerne que ce soit l'IVG, interruption volontaire de grossesse, la conservation des ovocytes ou bien la PMA pour toutes, y compris les femmes lesbiennes et célibataires, c'est toujours l'enjeu du libre choix des femmes. C'est le libre choix des femmes à disposer de leur corps, et donc du coup à pouvoir, oui ou non, avoir une carrière, à pouvoir, oui ou non, enfanter quand elles le souhaiteront. Là, c'est pas sur la parité, mais restons sur les enfants. Vous déroulez les éternels mêmes arguments. Non, mais attendez, j'y vais. Vous parlez des modèles familiaux. Eh bien, pardonnez-moi, pour fonder une famille, il faut un homme et une femme. Ça, c'est la réalité.
humaine dont on doit bien tenir compte, ou alors on est dans la déraison. Mais c'est on est faux. obscurantiste. Une famille, ça peut être deux femmes qui se marient, c'est déjà une famille. Ça peut être une femme ou un homme qui adopte un enfant, c'est une famille aussi. Je crois qu'elle veut parler techniquement. Elle a dit pour fonder une famille. Je poursuis. Oui, pour concevoir un enfant, mademoiselle, oui, il faut un homme et une femme. Pour concevoir un enfant, et je finis pour fonder une pour famille. concevoir un enfant. Et si l'enfant fonde la famille, eh bien, ça part de cette réalité humaine, homme-femme. Alors après, effectivement, il y a parfois deux femmes ou deux hommes qui élèvent un enfant. Et bien, dans ce cas-là, il y a la mère de l'enfant et la conjointe de la mère. C'est ce qu'on appelle en français un beau-père ou une belle-mère, qui peut être très important et très proche de l'enfant, mais néanmoins, ne faisons pas croire qu'ils sont ceux dont serait littéralement issu l'enfant. Or, vous le savez, je pense, dans le projet de loi de bioéthique, il est envisagé de mettre sur l'acte de naissance de l'enfant deux mamans. Et ce n'est pas vrai. L'enfant, il a éventuellement une mère et une belle-mère, ou un père et un beau-père, mais il ne faut pas confondre le réel et l'envie. Pourra connaître à terme, s'il le désire aussi, le père. Il pourra connaître à 18 avec ans. le consentement du donneur. Alors, avec seulement le consentement. Donc il est encore l'otage de l'adulte. Il ne pourra le savoir qu'à 18 ans, ce qui est quand même tardif. Et j'ajoute qu'il aura le nom et le prénom, mais il ne sera pas forcément en relation. Un dossier ne fait pas un père. Et je voudrais quand même, à propos de... vous parliez du patriarcat, mais vous confondez la paternité et le patriarcat. Non, je ne confonds pas la paternité et le patriarcat. Quand je dis pas que le fait d'avoir un père dans une famille, c'est forcément patriarcal. Si, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Pas ce que vous étiez tout de suite dans le patriarcat. Non, parce que on vit dans une société patriarcale et la famille traditionnelle en pâtit. Plus au 19e siècle, mademoiselle. Effectivement, oui, on n'est plus au 19e siècle, mais il y a encore des inégalités donc salariales. Donc vous nous dites, je ne dis pas ça, mais vous dites que la société est patriarcale. Oui, tout à fait. Vous êtes quand même très contradictoire. Non, je ne suis pas contradictoire, pardon, mais je ne dis pas puisque vous généralisez le patriarcat. Bah oui, le patriarcat, c'est un système général qui existe dans la société et qui n'implique pas que dans tout microcosme, dans toute famille où il y a un père, il va y avoir ces reproductions de systèmes de pouvoir, mais c'est une généralité au sens de la société. Oui, moi, on est dans un système de pouvoir. Je pense que les femmes ne sont pas là pour être des hommes comme les autres. Une femme est une femme, un homme est un homme, une mère est une mère, un père est une père. Et on ne peut pas tout mélanger. Ça, c'est de l'essentialisme, mais nous, on n'est pas d'accord avec ça. Oui, bien sûr, pour vous, un homme peut devenir une femme, une femme peut devenir un homme. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord. La question est très importante. C'est le cœur du sujet. C'est que on a entendu Madame Buzyn dire, d'ailleurs, une mère ou une grand-mère peut être un père. Et faire croire ainsi qu'un père peut être remplacé. Ce qui est faux. Et on en arrive à des absurdités. Guy est en ligne avec nous Guy qui nous appelle du Gers. Bonjour Guy. Au 0826 300 300. Bonjour Guy. Bonjour. Très intéressant votre débat. Je suis scandalisé par la dame qui veut que les enfants n'aient pas de père. Alors là, je suis scandalisé. Bon, d'accord, oui. Moi, je suis à la campagne, je vis sainement. Moi, un enfant, il a droit à un papa et une maman. Moi, je suis orphelin de mère à l'âge de 2 ans. Cette dame, elle parle au nom des enfants. Qu'est-ce qu'elle connaît d'un enfant qui vit soit avec le père, soit avec la mère, et qui lui manque l'autre parent? Qu'est-ce qu'elle peut dire de ses enfants? Elle parle en personne égoïste. Elle parle pour des femmes qui veulent un enfant et qui ne pouvaient pas en avoir. Mais le débat central, c'est l'enfant. C'est pas l'adulte. C'est un scandale que cette femme parle comme ça. Bon, alors elle va vous répondre. Parce que merci. Elle va me répondre. Oui. Alissa Arabar. Bon, je vais pas... Arabar, oui. Tout à fait. Dis donc, c'est pas du Jojo, votre histoire. Je vais pas relever la dame qui voudrait que les enfants n'aient pas de père, parce que bon, c'est un raccourci que je pense évidemment. J'espère que les téléspectateurs ont bien compris que c'est pas non plus ce qu'on défend. On n'est pas, voilà. Mais je suis bien désolée du vécu du monsieur. Il n'y a pas de souci. Attendez, Guy, elle vous répond. Mais il n'empêche que, encore une fois, des cas individuels ne sont pas des preuves qu'il y a des enfants issus de familles soit monoparentales, soit homoparentales, qui n'ont pas le même vécu, effectivement, et qui en témoignent. Et je pense, vous disiez tout à l'heure, madame, que le dossier ne fait pas le père. Je pense également que le sperme ne fait pas le père, que la biologie ne fait pas le père. Et que, vous allez nous parler de géniteurs. Maintenant, les enfants ont des géniteurs, comme des vétérinaires, comme dans le monde vétérinaire. S'il vous plaît, je finis ma phrase, merci madame. Une famille, c'est...
l'amour, l'éducation, la sécurité, la stabilité, encore une fois, ce cadre-là. Et je pense vraiment que le fait que, effectivement, biologiquement, je ne vais pas vous dire le contraire, un enfant né de 2 gamètes, un masculin, un féminin, et psychiquement, c'est là que je ne vous suis plus, parce que je pense très sincèrement qu'il y a aujourd'hui autant de familles que de situations individuelles, et que le droit est un outil politique qui doit s'adapter à la société. Oui, s'adapter aux désirs des adultes. Mademoiselle, le lien, les liens physiques, les ressemblances, tout ce que vous partagez avec votre père et votre mère, c'est sans importance. Est-ce que vous n'avez jamais entendu des personnes qui sont orphelines, qui ont été adoptées par des parents aimants, vraiment, et qui recherchent mais qui néanmoins recherchent leurs parents d'origine. J'ai entendu des cas comme ça. J'ai aussi entendu le cas inverse. C'est l'immense majorité des cas. Et cette fois-ci, je vais poursuivre un petit peu. Allez, oui, vous dites rapidement. Vous dites qu'il n'y a pas de preuves. Il faudrait quand même rappeler que le Comité consultatif national d'éthique a insisté sur le fait que toutes les études que le gouvernement ose évoquer, le CCNE dit bien qu'elles souffrent toutes de biais méthodologiques et qu'elles ne sont pas fondées scientifiquement. Ce qu'on peut dire, c'est que de manière universelle, un père et une mère, ça n'est pas rien dans la vie d'un enfant, bien au contraire. De manière universelle, on sait qu'un père et une mère, c'est un homme et une femme qui ont donné naissance à un enfant, qui lui ont donné la vie et qui, en général, s'ils le peuvent, l'élèvent. Est-ce que vous envisagez de démultiplier les familles monoparentales aussi, dont on sait les difficultés immenses qu'elles rencontrent sur tous les plans, contrairement à ce que vous dites? En réalité, nous jouons aux apprentis sorciers avec un égoïsme d'adulte stupéfiant et le déni véritablement des besoins les plus fondamentaux de l'enfant. Alissa Arabar, ce que vous répondez à Ludovine de la Rochère, et puis on a débordé un petit peu. Oui. Alors, je ne vais pas dire que les familles monoparentales ne rencontrent pas de problème. Je ne vais pas dire que des enfants issus de la PMA n'auront jamais cette envie de revenir à leurs origines, ou alors ne subiront jamais de discrimination liée à la lesbophobie. Mais moi, je soutiens que c'est un problème de société qui n'est pas lié au fait d'ouvrir la PMA même en 2020, à toutes et aux femmes célibataires, et qu'il faut lutter contre la lesbophobie de la société, pour des aides au niveau des places en crèche, etc., pour que les familles monoparentales puissent avoir justement moins de ces difficultés que vous citez, et que la problématique n'est pas dans l'ouverture de la PMA à toutes. L'égalité d'ailleurs sur des situations différentes, comme l'a dit le Conseil d'État, présidente de la Manif pour tous, et Alissa Arabar, porte-parole d'Oser le féminisme. Et merci à Guy. Vous continuez, et à Guy, oui, bien sûr. Et puis vous continuez de voter sur les réseaux sociaux. Merci. Et donc on suivra ce sujet, puisque évidemment il y a la loi de la bioéthique qui est au Sénat cette semaine.